Alors, nous vivons tous un plongeon virtuel, mais par contre, savons-nous nager? Un polar captivant pour les 15 à 95 ans. Nous rencontrons aujourd'hui son auteur, Stéphane Baillargeon. Bonjour Stéphane. Salut! Alors, tout d'abord, première question vraiment avant de débuter, j'aimerais que tu nous expliques d'où est venue l'idée d'écrire Plongeon virtuel, qui est publié chez Béliveau Éditeur. Ben en fait, toute l'idée m'est venue du punch de la fin du roman. J'ai vraiment eu une idée. Moi, je suis un amateur de romans policiers, je suis un amateur de science-fiction. J'ai toujours eu le plaisir de raconter des histoires. Puis à un moment donné, j'ai pensé là, à cette fin-là que je ne veux pas révéler. Mais toute l'idée du roman, en fait, m'est venue d'un punch, d'une situation que je trouvais extraordinaire. Et là, j'ai essayé de travailler pour amener ça de façon intéressante avec des personnages crédibles, profonds, bien développés. Dans ma ville, c'est sûr que j'habite ici depuis toujours, moi à Sherbrooke, l'histoire se passe là, dans nos rues, avec tous les mystères. En fait, il y a aussi une chose qui m'a inspiré cette idée-là, c'est que j'ai entendu parler qu'à Sherbrooke, dans un édifice fédéral aux 50 places de la Cité, il y avait dans les années 50-60 un espèce de bunker anti-nucléaire, un endroit où le gratin politique important de la ville devait aller se réfugier en cas d'attaque nucléaire. Je ne sais pas si tu étais en vie dans ces années-là. Moi, je suis né en 77 et ma jeunesse a été baignée de cette peur de la bombe nucléaire. On venait de sortir de la guerre froide et tout le monde parlait de ça. Et donc, ce genre de place-là a vraiment existé. J'ai eu la chance de visiter la place. Ça a été très compliqué. Mais oui, donc, inspiré par ma ville, par ces mystères-là qui se trament dans nos villes au Québec. J'imagine qu'il y a des endroits comme ça un peu partout, c'est pas juste ici. Mais ouais, je trouvais ça très inspirant. J'ai décidé d'écrire une histoire qui se passe là. Et là, tu dis justement que tu viens de là-bas, que tu es resté toute ta vie à Sherbrooke. Pour les gens, les auditeurs qui ne te connaissent pas, parle-nous un peu de toi. Qui est Stéphane Baillargeon? Ben, écoute, moi, je pense, un créateur et un communicateur. C'est toujours ça qui a défini ce que j'ai fait dans ma vie. Après le secondaire, où j'avais fait du théâtre beaucoup, puis des spectacles d'humour, puis de la musique, toutes sortes de choses, j'ai décidé d'aller faire mes études au théâtre de Saint-Hyacinthe comme comédien. Très contingenté, sur 500 éditions, ils prennent une trentaine de comédiens et au bout de 3 ans, ils en sortent 6-7. Fait que j'ai fait quelques années là. Pour après me diriger dans le monde de la musique. Fait que j'ai fait des albums, j'ai fait des chroniques à la radio, je faisais des chansons improvisées à Radio Énergie chez nous. Pendant 3-4 ans, j'ai fait ça. Les gens appelaient, donnaient des mots, puis là, live, j'improvisais une chanson avec ces mots-là. Oh, wow! Ouais, je faisais des tunes humoristiques sur l'actualité de la semaine. Je prenais l'air d'une chanson connue, puis je changeais les paroles pour planter George Bush ou Jean Charest. J'étais gâté à l'époque, il y avait vraiment une belle palette politique. J'ai fait ça pendant longtemps. J'ai travaillé, on a parti une petite boîte, là, un genre de maison de disques qui s'occupait de différents artistes et qui organisait des soirées corporatives uniques. Donc, moi, je faisais la direction artistique, donc la création de soirées. Donc, j'ai toujours été dans le domaine des arts, principalement des arts de la scène. Mais depuis que je suis tout jeune, là, écoute, j'ai rempli des cahiers Canada de faire des espèces d'histoires dont vous êtes le héros et des millions de projets d'écriture non terminés. Je m'étais dit que quand je serais vieux, j'écrirais des romans. Puis là, ben, l'apparition de mes cheveux blancs. Et ainsi que cette pandémie qui a fermé complètement toutes les scènes au Québec, ben, ça m'a donné le temps de travailler et de terminer cette histoire-là. Et là, est-ce que ça veut dire que dans tes livres, il y a d'autres histoires qui pourraient un jour être publiées comme Plongeon virtuel, vu que tu écris depuis quand même longtemps? Ouais. Mais comme je dis, beaucoup de projets quand j'étais très jeune, je relis ça. Des fois, j'ai gardé des trucs, puis je fais, oh, il y a un beau potentiel, mais ça serait à retravailler. Entre autres, un projet là, de plus de littérature jeunesse, un livre de super-héros que j'avais commencé avec un ami, Jean-François Dubé, en fait, le chanteur de Noir Silence, qui est un bon ami à moi. On avait commencé un projet de roman. En tout cas, qui sait si ça ne verra pas le jour. Mais oui, c'est sûr que là, je suis tombé en amour avec l'écriture et c'est certain que je veux faire ça le restant de ma vie. Et dis-moi, Stéphane, pourquoi avoir décidé d'écrire un livre qui se passe dans le futur? Parce que, écoute, moi, je dois t'avouer là, que j'ai perçu une certaine complexité de ta part et non de la mienne, là, mais je me suis dit, ça a dû être assez complexe d'écrire une histoire comme ça qui se passe dans le futur, Ouais. d'imaginer tout, justement, l'Internet ou tous les changements qu'on pourrait avoir, parce que c'est quand même
un livre qui parle de cyberdépendance. Donc, tous les changements qui pourraient ou qui va y avoir, je suis très curieuse de savoir justement si dans ces années-là, que si ça va s'être produit, qu'est-ce qui va être réel et non. Mais est-ce que ça a été compliqué? Ben, non, pas compliqué. Complexe, là. Oui, tu sais, c'est une grosse réflexion. J'ai même un de mes amis là, qui est calé en informatique, en programmation, à qui mais j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui, à poser des questions, à valider, à tester des affaires. Si tu réaliste, si tu pas réaliste. Moi, mon objectif, c'était qu'un programmeur d'aujourd'hui lise ça puis il fait « Oh yeah ». C'est pas n'importe quoi, là. On n'est pas dans de la science-fiction inventée. Ouais. Ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est juste monter le volume de ce qu'il y a déjà en ce moment. Donc, plus d'intelligence artificielle intégrée dans nos vies, la publicité qui devient de plus en plus numérique jusqu'à ces fameuses lunettes de réalité augmentée. Et là, c'est drôle. Ce mois-ci, Google et Apple ont les deux annoncé et sorti leurs lunettes de réalité augmentée. Non. Donc, ben oui, ça vient d'arriver, voilà. Mais tu sais, c'est des choses que je savais. Quand tu lis, quand tu t'informes là-dessus depuis des années, moi, j'étais un fan de William Gibson, qui est un auteur de science-fiction des années 80, qui a prédit Internet, la réalité virtuelle, une espèce de Matrix dans ces années-là. C'est le père de l'univers cyberpunk, en fait. Dans le fond, ce que je dépeins comme univers, c'est la genèse de l'époque cyberpunk, qui était une sorte de littérature très populaire dans les années 90-2000, qui a été mis un peu de côté, et puis là, tout à coup, 15-20 ans plus tard, ben, ça se produit. On commence à vivre comme les gens avaient imaginé ce futur-là il y a 40 ans, 50 ans. Donc c'est ça, là. Oui, c'était complexe, beaucoup de choses à penser, puis j'ai écrit des pages et des pages avant même de commencer mon roman sur qu'est-ce qui s'est passé en 2025, qu'est-ce qui s'est passé en 2030. Après ça, 2035, on était rendu. Pourquoi est-ce que la réalité augmentée s'est développée de telle façon? Là, moi, je pense qu'à un moment donné, on va essayer d'avoir une réalité augmentée qui réagit aux gens avec des capteurs de mouvement. Puis à un moment donné, il va en avoir trop, ça va devenir complètement ridicule, on va enlever ça. Donc, c'est ça, là, je me suis vraiment projeté. C'est pas si loin, c'est dans 13 ans. Puis tu sais, si on recule de 15-16 ans, le premier iPhone est apparu en 2007. Un touchscreen, là, que tu peux faire de quoi avec l'écran directement. Ça n'existait pas en 2003-2004. Et 15 ans avant ça, Internet n'existait pas. Fait que c'est fou comment que les changements arrivent vite. Fait que, tu sais, là, je m'amuse, peut-être que je suis complètement dans le champ. Je me souvien, quand j'étais petit, on pensait tous qu'en l'an 2000, il y aurait des chars volants. On a complètement pris le champ. Tu sais, c'est pas ça qui est devenu important, c'est les communications qui ont explosé, les transports. On se déplace moins parce qu'on peut communiquer plus à distance. Donc, peut-être que je me trompe et qu'on va aller complètement ailleurs dans les prochains 15 ans. Mais, selon moi, ça va ressembler à ça beaucoup. En tout cas, ce serait super intéressant. Moi, pour vrai, les lunettes. Bon, je les veux un peu plus à la mode qu'un des personnages, là, qui est resté un peu plus. Je ne veux pas dire vieux jeu, mais. Oui, c'est vraiment ça. Hein? L'inspecteur là, qui a 60 ans, qui est né comme moi en 77, c'est ça l'idée. C'est en 2037, moi, j'aurai exactement l'âge de Samuel Simard, qui est le héros du roman. Donc, lui, il a mes référents à moi. C'est bon, c'est peut-être quelqu'un qui aimait moins la technologie que moi, je l'aimais. Mais oui, c'était très inspirant. Et en fait, mon but d'avoir pris un personnage comme ça, c'est vraiment dans l'optique de faire une initiation à la science-fiction. Donc, monsieur et madame tout le monde, j'ai des gens qui ont lu mon roman qui ont 75, 80, 85 ans. J'en ai rencontré un d'ailleurs au Salon du Livre, puis il m'a dit « Hey, merci, tu m'as aidé à comprendre plein d'affaires que je comprenais pas, tu sais, de ces technologies-là dont on entend parler, parce que, bon, à son âge, j'ai pas besoin d'essayer ça. Mais c'est ça, même si c'était complexe un peu pour lui, ben, il a aimé apprendre comment ça marchait puis comprendre ce que nos jeunes c'est intéressant. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pourquoi avoir décidé, parce que de la cyberdépendance, pourquoi avoir décidé de ramener un petit peu l'aspect thriller policier avec cette histoire-là? Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? Ben, moi, j'aime les mystères. Tu sais, en fait, pendant longtemps, j'avais pas le temps de lire et je te dirais que les romans qui m'ont
j'ai lu beaucoup étant jeune. Là, j'ai lu les Dunes, les J.R.R. Tolkien de ce monde. J'avais lu la série Game of Thrones, moi, il y a très, très, très longtemps. D'ailleurs, je suis frustré après l'auteur parce qu'il a arrêté d'écrire ses romans pour faire des séries télé. Mais j'ai arrêté pendant presque 10 ans de lire. J'avais des jeunes enfants très occupés. Et c'est Dan Brown avec Da Vinci Code et sa série, là, Ange et Démons, tout ça qui m'a mis. Et vraiment, je tripais. Bon, lui, c'était plus la symbologie, puis des trucs un peu historiques, mais j'aimais beaucoup le mystère, le rythme rapide, les fins de chapitre où tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était plaisant à lire, qui était facile, en fait, à lire, même si c'est complexe, son histoire, son style d'écriture, des phrases courtes, des petits paragraphes, des chapitres pas trop longs, où le mystère continue de grandir. Puis j'adorais sa construction de ce mystère-là, sa façon de nous amener en bateau. Fait que je me suis dit que je m'amuserais à faire ce genre de choses-là, moi aussi, en écrivant. Puis là, ben, comme l'histoire amenait ça, c'est le roman policier qui s'est imposé à moi pour cette histoire-là. Et est-ce qu'il y a dû avoir certaines recherches, certaines rencontres avec le monde policier pour t'inspirer de la véridité de tes personnages? Oui, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une copine, en fait, ma femme, depuis bientôt 30 ans qu'on est ensemble. Elle est travailleuse sociale, mais elle travaille 1 ou 2 soirs semaine dans une voiture de police, avec des policiers à patrouiller la ville. Et quand les gens ont des problèmes de santé mentale, c'est souvent le cas, hein, les gens qui ont des mêlées ou des problèmes où la police est appelée, c'est souvent un historique de santé mentale en arrière. Donc, elle intervient. Et donc, je vais dans ses parties de bureau à Noël, tout ça, je rencontre plein de policiers à qui j'ai eu la chance de parler. J'ai même eu une rencontre d'un après-midi complète avec une inspectrice au poste de police à Sherbrooke pour comprendre le métier d'inspecteur en comparaison avec celui d'un policier. Le rôle d'un coroner, exemple, ça c'est un nom qu'on entend souvent, puis c'est toujours un peu flou. C'est un policier, c'est pas un policier. Oui. Donc, ouais, ça a été très le fun pour moi d'apprendre comment les choses se passent. Il y a toute une hiérarchie là, dans le monde de la police qui est très respectée et très importante. J'ai même eu la chance, moi, d'écrire une chanson. J'ai fait de la musique longtemps, j'étais auteur-compositeur, pour des policiers à leur retraite. Donc, après 25 ans de métier, ce que ça représente d'être policier. Donc, j'ai interviewé plusieurs policiers, vraiment pour rentrer dans le côté humain de cette job-là. Porter un badge, ça met un poids sur tes épaules. Il faut que tu sois parfait. Tu sais. Si tu es trop rough, on te traite de brutalité. Si tu es trop mou, on dit que tu n'es pas capable de faire ta job. C'est toujours des situations difficiles. Et oui, ce qui m'a frappé d'entendre parler d'une inspectrice, c'est qu'elle disait qu'après 20-25 ans à faire ce métier-là, les gens sont brisés. C'est impossible de continuer. Il y a trop de dureté. Il y a trop de... La réalité du terrain est trop rough pour être capable de faire ça longtemps. À un moment donné, on vient qu'on n'est plus capable. Et c'est un peu à ce point de rupture-là que j'ai voulu faire vivre mon personnage principal. Samuel. Ouais. Juste pour piquer la curiosité des gens qui voudront apprendre à connaître Samuel. Et l'aspect... tu sais, on dit souvent que quand on écrit un roman de croissance, pas un roman, mais un livre de croissance personnelle, on veut amener le lecteur à une certaine prise de conscience ou une certaine évolution, mais les gens ont peut-être tendance à oublier qu'avec un roman, c'est la même chose. Tu sais, notre personnage grandit, notre personnage vit des épreuves parce qu'on veut l'amener quelque part. Où est-ce que tu as voulu apporter tes lecteurs à la fin de ton roman, Stéphane? Ben, moi, j'aimerais que les gens qui lisent ce roman-là réalisent un peu ce que tu disais en intro. Tu sais, on n'arrêtera pas la technologie, là. C'est là. Depuis le début des temps, chaque fois que quelque chose qui est inventé, qui est plus pratique que la chose d'avant, on y va. Tu sais, quand le téléphone a été inventé, c'est bien de valeur, mais le télégramme a pris le bord. Et est-ce qu'on voudrait revenir au télégramme? Non. Tu sais, la modernité, les avancées technologiques, en tout cas depuis plusieurs siècles, ont toujours gagné sur les vieilles façons de faire et le conservatisme. Donc, on va le faire, le plongeon virtuel, on ne s'en sortira pas. Mais là, en dépeignant un univers un peu futuriste, mais très proche de nous, tu sais, le principe de l'avenir rapproché, là, entre guillemets, bien, je pense que ça va amener les gens à réfléchir sur « OK, c'est-tu vraiment là qu'on veut aller? » Parce que là, c'est ça qui est en train de se passer. On est en train, comme société, de faire ces choix-là, de laisser ces grandes compagnies-là mener un petit peu le bal.
de faire la guéguerre avec les gouvernements, puis de bouder les pubs, mettons, du Canada sur Facebook, comme on a vu récemment. Donc, c'est très d'actualité. On est en train de s'en aller là. Et voici l'impact que ça pourrait avoir sur notre santé mentale à tout le monde, surtout sur nos jeunes qui vont avoir grandi là-dedans, là, sans autre exemple. Donc, moi, j'espère, tu sais, faire triper le monde, c'est sûr. C'est un roman policier, il y a de l'action, puis un punch de fin vraiment intéressant, mais qui amène une grande question. Là, je ne veux pas rien dire là-dessus, mais à la fin du roman, l'humanité est changée à jamais. Il y a un petit, vraiment quelque chose de surprenant qui se passe. Et donc, ouais, cette réflexion-là, moi, elle m'interpelle beaucoup. J'ai 3 enfants, j'ai plein d'amis qui ont des enfants. Comment qu'on gère ça, l'écran à la maison? Qu'est-ce que notre avenir va nous amener? On va être capable de vivre à travers ça? Je pense que c'est tout de suite qu'il faut se préparer. Comme citoyen, comme vieux, autant que comme jeune, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour nager dans cette espèce d'univers numérique-là qui va nous submerger? Et ceux qui se diraient, non, j'ai pas ce qu'il faut, ils font quoi? Ben, tu sais, je sais pas si tu as vu la dédicace là, au début de mon truc. Je dis à mes enfants, Maëlle, Solène et Élie, qui devront s'adapter au monde de demain. Soyez humains, curieux, ouverts, flexibles, parce que la seule chose qui ne changera jamais, c'est qu'il va toujours y avoir des changements. Donc, ceux qui décident maintenant qu'ils ne veulent plus s'adapter, ben écoute, vivez dans un monde rétro et j'espère que vous serez heureux pour le temps qu'il vous reste. Vous ne serez pas les leaders de demain, assurément. Si on arrête d'essayer de s'adapter, ben on arrête dans le temps puis on est laissé loin derrière, selon moi. Côté processus d'écriture, beaucoup de questions que les auteurs, pas les auteurs, mais que les lecteurs ou monsieur, madame, tout le monde se posent. Premièrement, est-ce que tu avais une routine d'écriture? Ça a été long avant que ça s'installe, ma routine d'écriture. Tu sais, au début, c'est une idée, c'est un projet. Là, quand j'ai du temps, je me dis, yes, après-midi. Moi, je suis dans le domaine des arts de la scène depuis, à contrat, là, depuis toujours. Donc, j'ai toujours eu un horaire chaotique et je suis nul avec la routine. Je suis un artiste jusqu'au bout des doigts. Il faut vraiment que j'y pense pour me brosser les dents le soir. Tu sais. Vraiment pas bon avec la routine. Mais ça aide la routine. Tu sais, je veux dire, il faut se commettre. Là. C'est pas vrai qu'on écrit un roman. Ah, j'ai été inspiré une nuit, je me suis levé, j'ai écrit 95 000 mots. Non, dream on. Ça se passe pas comme ça. Il faut se boiter le derrière, puis s'asseoir, puis écrire. Donc, moi, j'ai vite réalisé que si j'étais chez nous, j'ai tout le temps une petite diversion, un message, quelque chose, là, le brasser de lavage, tant qu'à faire, m'a faire ça. Alors moi, ça s'est mis à être plus efficace mon affaire quand je suis sorti de chez moi. J'allais dans un café, le café, la brûlerie de Sherbrooke, le café Faro maintenant que ça s'appelle. C'est une grande place bourrée d'étudiants qui font des... Et j'aimais ça être au cœur, c'est en plein centre-ville de Sherbrooke. En plus, moi, j'habite en campagne. Tu sais, je regarde par ma fenêtre, puis c'est le Mont-Mégantic, puis c'est le paysage super beau. Wow. C'est super, mais ça n'inspirait pas le roman que j'écrivais qui se passait au centre-ville. Fait qu'en me rendant au centre-ville avec tous ces jeunes-là hyper technologiques, tout le monde a son téléphone, tu sais, je voyais des discussions autour de moi, puis il ne se passait pas 5 minutes sans que les gens se montrent une vidéo ou s'envoient quelque chose par le téléphone. Fait que ça, je trouvais ça inspirant de voir. Ben ça va être les vieux de demain. Puis eux, ils vont avoir des enfants qui vont avoir grandi là-dedans. Donc, ça m'a aidé. Mais oui, sortir de chez nous, ça a été mon premier truc parce que là, t'écris, puis à un moment donné, t'as comme une fatigue intellectuelle. Puis là, bon, si j'étais chez nous, je me lèverais, j'ouvrirais le frigo, je sais pas. Là, je suis dans un café, je regarde à gauche, je regarde à droite. Bon, ben, je vais travailler. Alors, je me remettais. Fait que t'étais même pas tenté de fermer ton ordinateur puis de partir. Ben non, mais je me disais, je suis venu passer l'après-midi ici. Là. Tu sais, des fois, cette espèce de fatigue-là arrive après une demi-heure. Là. Tu fais, c'est con. Là. Je me suis rendu jusque-là pour écrire. Je ne ferai pas juste une demi-heure avant de retourner chez nous. Alors, en tout cas, pour moi, personnellement, de m'imposer là, cet après-midi, j'écris. Tôt ou tard, l'inspiration vient, la créativité se développe. C'est vraiment en travaillant. Tu sais, moi, je pense qu'une bonne histoire, quand j'écrivais des chansons, c'était pareil. Ça commence avec un flash. Tu sais, oui, c'est vrai que le début, des fois, ça peut être en plein milieu de la nuit ou au milieu d'une discussion ou après avoir écouté un film inspirant. Tu fais « Ah, quelle idée! » Là, tu l'écris vite, vite, mais après ça, c'est du travail. Là, pour avoir un début, un milieu, une fin, que ça soit bien ficelé, tout ça. Il faut se dire « OK, je mets le temps qu'il faut, puis je le fais, c'est ça. C'est vraiment de se commettre. Est-ce que tu avais des plages horaires dans ton agenda que tu disais, OK, le samedi de 1h à 4h, je m'en vais au café?
J'ai fait ça des fois, ouais, quand j'avais un horaire plus chargé. Là, ce qui a aidé, à un moment donné, est arrivé la pandémie. Alors là, bon, il y avait des gros moments où mes enfants étaient à la maison à faire l'école. Fait que là, ça, c'est un bout que j'écrivais de la maison, mettons. Ben là, moi, pendant que les autres, ils font leur cours, ben je vais être là-dessus. Mais oui, dans mes temps, surtout pour finir le projet, là, quand je me disais, hey, là, je veux clencher ça, je veux que ça soit fini au mois de septembre, exemple, ben là, les derniers mois, là, ouais, je me mettais des plages dans l'horaire pour dire cet après-midi-là, je m'en vais écrire. Et un bout de temps que j'écrivais beaucoup, là, genre 3-4 jours par semaine. Et là, je me suis fait des tendinites dans les 2 bras. Et ça, c'est voyons. Ben oui, un gars, là, tu te dis, hey, je me suis blessé à être assis en avant d'un ordinateur. Faut vraiment. Mais avant que. Excuse-moi, je fais rebondir mon écran. Avant que je comprenne qu'est-ce qui se passait, puis c'était parce que j'étais mal positionné, là, ouais, ça a été très drôle. Ça a duré 1 an là, que j'avais de la misère à sortir une assiette du lave-vaisselle. Oh! Oh oui, et là, tu as dû te faire dire que c'était parce que tu voulais juste pas vider le lave-vaisselle ou le remplir. Regarde, depuis, c'est mes enfants qui font ça. C'est ça le truc, dans le fond. Yes! À tous les parents qui veulent que les enfants fassent pogner des tendinites au bras voilà. pendant que vous écrivez, Voilà, le truc. Ah, c'est vraiment drôle. J'aimerais qu'on parle de ton plan parce qu'il y a beaucoup de. Et je t'avoue que je vague un peu entre les deux, là. Il y a des gens qui écrivent sans plan, il y a des gens qui font un plan de base, il y a des gens qui font un plan vraiment complexe. Ouais. Comment ça s'est passé, toi, au niveau de ton plan? Comment de temps ça l'a pris? Quelle méthode tu as utilisée? Ben moi, j'ai assez tôt dans le processus. C'est comme je te dis, pour cette histoire-là, c'est le punch de fin qui m'a allumé. Donc, mon plan, c'était de me rendre à cette fin-là. Fait que déjà, ça aide. J'ai déjà fait des trucs de création. J'écris des pièces de théâtre, moi, depuis des années pour différentes troupes. C'est des commandes, là. Et des fois, là, je commence, puis mon but, c'est d'être drôle, c'est de la comédie. Et là, quand vient le temps d'arriver à la fin, j'avais fait aucun plan et c'est toujours très compliqué. Là, j'avais un punch de fin, j'avais une finalité à atteindre. Fait que déjà, ça a structuré plus mes affaires. Et tôt dans le processus, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un logiciel qui s'appelle Scrivener, que j'ai adoré parce que un logiciel d'écriture, il y en a quelques-uns, et ça m'a coûté, je pense, 80 $ pour acheter ça. Pour vrai, quel bon investissement. Parce que sinon, je fonctionnais dans Word, puis là, plein de petits dossiers sur, tu sais, tous des trucs séparés. Et là, ça devient comme un genre de bordel, c'est pas trop long. Tandis qu'avec Scrivener, ben là, j'avais moyen d'avoir plein de petits tiroirs toujours sur mon écran. Bon, recherche 2037, réalité augmentée 2037, intelligence artificielle 2037. Puis là, je pouvais aller mettre des articles, des trucs pour me rappeler, me référer. Ah oui, j'avais mis de quoi, mettons, là-dedans? Là, je suis rendu à écrire là-dessus, puis j'ouvre le dossier, je vois ça. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que je faisais chacun de mes chapitres séparés dans des dossiers que je nommais chapitre 1, 2, 3, mais je pouvais mettre une vision en post-it. Et là, ça m'a permis de jouer, peut-être que si je changeais et de changer l'ordre, parce qu'à un moment donné, ça devient complexe, surtout dans un roman policier ou un thriller, tu sais, une histoire où on ne suit pas le même personnage tout le long qui parle au jeu puis qui raconte sa journée. Moi, je passe de Samuel Simard à son espèce d'aide, Léa Desorcy, où je vais passer à Kimi, là, qui se réveille prisonnière. Et là, qui est rendu où dans son histoire? Je pouvais mettre tous les chapitres de Kimi ensemble, tous les chapitres de Samuel ensemble, et donc voir les deux histoires. OK, ça se tient. Comment je fais pour les mettre dans un ordre qui va couper le souffle au lecteur? Et ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Donc oui, il y avait un beau schéma d'organisation autour de mon histoire. Il y avait un plan en ce sens où j'étais organisé pour écrire. Mais par contre, je commençais mon chapitre en me disant, bon, là, j'aimerais qu'il se passe ça. Mais là, j'étais un peu d'accord avec les gens qui disent qu'ils n'écrivent pas de plan. Un coup qu'on se met à écrire, moi, je viens du théâtre, là, mon background, c'est ça. J'ai fait des personnages avec un background, avec un historique, avec des émotions. Et eux, ils réagissent à ce que je suis en train d'écrire. Tu sais. Ah ben s'il se passe ça, c'est sûr que Samuel, il va réagir demain. Fait, à un moment donné, bizarrement, j'avais l'impression que c'était mes personnages qui me racontaient l'histoire. Comme un comédien qui me dit, quand je fais de la mise en scène, ben écoute, moi, si ça arrivait, sérieux, là, je pense pas que je dirais ça, Steph, je serais fru, là, tu sais. Là, je fais, t'as raison, OK, oui, c'est vrai, ton personnage, tu l'as joué de même. Fait que c'est comme si je négociais avec mes personnages. Là. Ouais, je le sais bien, mais là, il faudrait qu'il se passe ça. Ben là, trouve d'autres choses. OK. Et donc, il y avait des surprises quand même dans l'écriture. En fait, un bon plan,
C'est juste quelque chose qu'on a au début de la journée ou au début de l'aventure pour se dire, voici l'objectif. Mais un bon créateur va se sacrer de son plan en cours de route s'il réalise qu'il ne fait plus le travail. Et ça, j'ai parlé à des entrepreneurs, plein de monde qui m'ont tous dit la même chose. C'est important d'avoir un plan. C'est stupide de le suivre à tout prix. Fait que voilà, le Oh! truc que j'aurais à dire. Belle citation pour Ouais. finir. Et comment tu faisais pour justement savoir ce que tu voulais qu'il se passe d'un chapitre à l'autre et que tout se suive? Tu sais, là, je sais que tu avais dans ton logiciel certains trucs, mais quand Ouais. tu posais la question en début de chapitre, OK, où est-ce que je veux aller? Avec celle-là, là. Comment tu sais que ça fait du sens, que tu suis encore ton. Tu sais, rendu au chapitre 1, c'est une chose, mais au Ouais. chapitre 32, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Oui, ça a été dur des fois. Là, c'est beaucoup de relecture. Écoute, je ne sais pas combien de fois j'ai lu et relu. Ah, puis là, toute affaire, c'est vrai, j'ai nommé ça au début, je pourrais le rapporter ici, tu sais. Puis un roman, ce qui est de terrifiant, c'est tellement long. Tu sais, à un moment donné, t'es pas rendu là encore, mais je ne sais pas si tu as remarqué, l'inspecteur, il est dans un sous-sol au début de l'histoire, il va voir, il y a un jeune trouvé mort Oui, dans un sous-sol. oui, Et là, il remarque un téléphone rouge parce oui. que en fait, j'ai grandi dans ce quartier-là, moi, dans un bloc appartement, exactement avec ce genre de sous-sol. On allait jouer à cachette dans ces sous-sols-là avec mes cousins quand c'était les parties de Noël chez nous. Et il y avait un téléphone de même après le mur et il y avait des laveuses sécheuses que le monde pouvait utiliser. Alors, j'utilise comme ça. Ils sont encore là, ces blocs-là. Là, tu sais, le monde change, mais les vieux blocs des années 60, 70 sont encore là. Et donc, il retient le numéro de téléphone de ça. Mais ça, c'était pas là la première fois que j'ai écrit le chapitre. C'est que plus tard dans l'histoire, j'ai eu besoin, comment qu'il ferait? Il pourrait avoir un téléphone. J'avais déjà mis qu'il y avait un téléphone, mais j'avais pas nommé la couleur, j'avais pas nommé. Et donc là, je reviens en arrière, puis là, je modifie ça. Et là, il faut que tu te dises, OK, y a-t-il une autre place dans tous mes chapitres entre les deux où ça va changer quelque chose, que j'avais décidé de rajouter ça au début de l'histoire? Fait que, je te dis, des fois, tu changes un petit truc, puis là, tout le, tout le reste doit se transformer. Et ça, c'est un challenge. Ça prend de la rigueur. Et des fois, d'avoir des réviseurs ou des gens qui relisent derrière toi. Écoute, Steph, ici, il se passe ça. Puis là, on dirait que, c'est vrai, j'avais oublié de le rajouter. Donc, ça prend, une fois que l'histoire est montée, même, je te dirais, une fois que le roman est terminé, bien, il y a tout un travail de relecture puis de repasser à travers. Et c'est pour ça, je pense que souvent, le premier roman d'un auteur est dans ses meilleurs parce qu'il y a eu le temps. Il n'y avait pas de pression. Tu sais, comme là, moi, j'ai commencé à travailler sur un deuxième, puis je me dis, hey, ça serait vraiment cool qu'il sorte pour l'automne prochain. Mais écoute, avec tout ce que j'ai d'autre à faire dans la vie, si je réussis à faire ça, c'est sûr que je n'aurais pas donné autant d'amour que j'ai donné à mon premier. Fait que là, c'est ça qui est à faire attention. C'est sûr qu'il y a l'expérience là, de savoir, OK, dès le départ, l'importance de tout ça. Mais ouais, oui, c'est très complexe en fait de tenir le fil de tout. Moi, j'ai la chance d'avoir une très, très bonne mémoire pour ces affaires-là. Fait que ça m'aide. Ouais. Combien de temps ça t'a pris écrire ton roman? J'ai commencé à penser à cette histoire-là en 2019. Mais là, je n'étais pas à temps plein là-dessus. Tu sais, puis j'ai terminé, ça fait quand même longtemps, là, j'ai terminé comme en 2021-2022 de l'écrire. Là, le temps de me botter derrière à faire de la recherche de maisons d'édition, tu sais, puis d'en trouver une après ça qui était intéressée et tout ça. Tu sais, ça, c'est un autre. Je pense que pour des auteurs, c'est quelque chose qui est un peu épeurant et un peu décourageant. Je pense qu'il ne faut juste pas lâcher puis envoyer des perches le plus qu'on peut dans l'univers. Puis, fait que ouais, c'est ça. Fait que mettons un bon 2 ans et demi, là, ben, pas de travail à temps plein, mais ouais. Ouais, ça peut être long. Il y a des gens à tort qui pensent qu'un manuscrit peut s'écrire en 1 mois, 2 mois. Je pense que ça se fait, mais t'es mieux d'être là-dedans pas mal d'heures par jour. Là. Ouais, puis est-ce que là, dans ce compte-là, est-ce que tu es capable d'avoir le recul? C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, ça devient une machine à saucisses. Là. Puis je dis pas que c'est parce que c'est pas de la qualité, mais la personne dont c'est son métier, tu sais, des auteurs qui ont écrit 12, 15, 20 romans, à un moment donné, c'est comme une deuxième nature, puis ils font juste ça dans la vie. Oui, c'est pas impossible de faire un bon roman en 1 mois et demi. Ben moi, je pense que je serais bien surpris de pouvoir pondre un roman qui est à mon goût, là, dont je suis fier en bas de 6 mois. Mais mettons que je suis là-dessus à temps plein,
je pense que 6 mois, là, c'est réaliste. Et là, tu nous as parlé d'un tome, peut-être pas un tome 2, là, mais un deuxième livre que tu. Ouais. Et qu'est-ce que tu as le droit de nous dire à son. Est-ce que Ben, tu as le droit de nous dire de quoi? oui, c'est sûr que là, sans révéler de punch sur le premier, mais tu sais, on fait référence dans le premier au fait que mon inspecteur principal a déjà été une célébrité. Ça a déjà été un inspecteur vedette qui a coffré le plus grand cybercriminel de l'histoire de Sherbrooke et peut-être même du Québec. Un certain Vincent Delorme qui a terrifié tout le monde en manipulant les gens, tout ça. Et ça, c'est un personnage qui prend une certaine importance plus que le roman avance. Mais les policiers qui travaillent avec ma blonde, tout ça, qui ont lu le roman, qui l'ont adoré, m'ont dit « Steph, moi, cette enquête-là, j'aimerais ça la voir, tu sais, j'aimerais ça la lire, c'est tellement intriguant. Quel mastermind, personne perfide, tu sais, là. » Et donc, dans la suite de cette histoire-là, parce que mon roman se passe en une seule journée, tu sais, ça commence à 4h27 le matin, puis ça finit à 11h le soir. C'est vraiment une course folle. Il s'est passé plein de choses dont je ne développe pas les répercussions. Tu sais, on arrive avec un punch final, le sujet principal est réglé, mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est quoi les conséquences pour l'inspecteur qui a dû faire des choix difficiles? C'est quoi les conséquences pour cette jeune femme-là qui était kidnappée? Tout ça. Donc, dans la suite, ce que j'aimerais faire, c'est une partie en 2037, dans les prochaines semaines qui suivent mon histoire, mais une partie en 2025, là où se passe l'enquête de Samuel Simard pour coffrer Vincent Delorme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le sait qu'il va le pogner, là, parce qu'il est en prison. Mais est-ce qu'on sait tout ce qu'il a placé, tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'on connaît la profondeur de sa méchanceté? Et là, je me dis que les deux histoires en parallèle ont un climax qui grimpe ensemble pour arriver. Et encore une fois, je suis très content pour ce deuxième. J'ai une estifie de bonne idée de punch final. Donc, je travaille pour amener ça. Fait que tout l'essence du deuxième, de la suite, est déjà installé là, mais c'est des petites affaires anonymes. Je pense que les gens n'auront pas... porter attention, ils vont s'en souvenir, mais ça, j'aime beaucoup ça, moi, l'écriture de conséquences. Tu sais, j'adore les séries télé, exemple, où chaque action amène une réaction. Tu fais « Ah ben oui, c'est sûr qu'il va se passer ça. » Exemple, j'ai beaucoup aimé Breaking Bad, qui tourne mal, c'est un peu ça le titre, mais tu sais, c'est une série télé, je trouvais tellement bien écrite parce que chaque action a une conséquence. Et même si c'est très impressionnant ou c'est quand même super réaliste, tu sais, ça reste toujours ah ben oui, c'est sûr, si tu me mets à faire ça, il va arriver ça. Ça n'a pas le choix. Donc, c'est ce que j'essaie de faire avec la suite de ce roman. Écoute, pour vrai, j'ai vraiment hâte. Là, il est commencé à écrire. Oui, c'est pas très avancé. Je te dirais que je suis au stade d'avoir essayé 5-6 chapitres. Je ne suis pas sûr s'ils vont se retrouver dedans. J'avais fait ça avec mon premier. J'ai écrit des pages et des pages de réflexion, d'essais qui, pour la plupart, ne se sont pas retrouvés dans ce livre-là. Mais ouais, c'est ça. J'ai eu du temps plus en janvier, février l'année passée. Tu sais, avant que lui sorte, ben là, j'avais moins de travail et j'avais le temps de commencer à penser à une suite. Et là, depuis que lui est sorti, ben là, ça a été un feu roulant depuis le printemps sur d'autres projets en parallèle. Mais là, on dirait que je suis un peu surpris de l'impact de tout ça là, sur mon emploi du temps. Fait que j'ai hâte, là. Je pense que ça va être encore une fois après les fêtes que je vais avoir plus de temps pour m'asseoir puis développer ça comme il faut. Parce que parlant d'impact, est-ce que tu as été surpris du nombre de personnes qui ont été te voir à ton premier... C'était ton premier, hein, salon? C'était le premier chez nous. J'étais au Salon du Livre de Québec, mais tu sais, j'avais comme une temps de dédicace de 3 heures. Là, parce que, bon, c'est Québec. Tous les auteurs chez Béliveau voulaient être là, puis on n'avait pas accès à beaucoup de tables. Mais en 3 heures, j'avais quand même vendu 24-25 romans, ce qui avait été super très bon. Ben oui. Ouais. Puis déjà, j'étais surpris parce que je regardais autour de moi, puis c'était pas comme ça partout. Écoute, mais oui, là, au Salon du Livre de l'Estrie, ben là, écoute, on pète le 120, là c'est assez spectaculaire. Là, ouais. Écoute, je pense que ce qui fait le succès d'un roman, c'est un mélange de facteurs. Je pense que la couverture, qui a été faite par Martine Célidotte, elle attire l'œil, tant des jeunes que des moins jeunes.
ensuite de ça, ça se passe à Sherbrooke, tu sais, même pour les gens de la Ville de Québec, ça se passe au Québec, tu sais, ça, c'est intéressant. Puis après ça, ben, je pense que c'est d'être capable de vendre l'intrigue, d'être capable de toucher les gens, de les convaincre que ça va être intéressant. Là, ce qui a, je pense, aidé aussi le succès plus cet automne que j'avais au printemps, ben, c'est que là, il y a des gens qui l'ont lu. Fait qu'à travers ceux qui venaient me voir juste pour s'informer, il y en avait qui venaient me voir pour faire autographier leur copie puis me dire comment ils avaient apprécié tout ça. Puis là, les gens autour entendent. Puis là, à un moment donné, tu as 10, 20, 40 personnes qui se promènent avec le livre dans le salon. Ben, les gens font « Ah, crème, ce livre-là, il est partout. » tu sais. Fait que là, c'est un espèce d'effet boule de neige, là, j'imagine. Puis, fait que ouais, ça a été vraiment 4 jours très intenses. Puis là, ben, vois-tu, j'ai des entrevues, des gens qui m'ont rappelé depuis. Puis avec le petit projet là, de conférences dans les écoles pour parler de cyberdépendance liée au roman, avec le projet de recherche avec la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke, ben tout ça là, commence à vraiment créer un beau projet là, complet, adéquat, puis ancré dans notre époque puis dans notre société. Parlons-en tout de suite, justement, de ton projet là, de conférence dans les écoles. Donc, enseignants-enseignantes, c'est pas mal pour vous que s'adresse ce projet. Parle-nous-en, en quoi ça consiste, comment on peut faire pour te rejoindre pour... Ben écoute, je pense que la meilleure façon pour me rejoindre moi, c'est soit de passer par ma page Facebook, là, Stéphane Baillargeon, ou bien j'ai mon courriel, c'est Baillarge, comme le début de Baillargeon, Baillarge, en commercial vidéotron.ca. Par là, ben, vous pouvez me demander de passer dans votre école. Moi, dans le fond, j'ai socio-financé printemps dernier, en même temps que mon lancement, 50 000 $ pour être capable de donner mon roman à 1500 jeunes de l'Estrie et d'aller les rencontrer en classe, avec l'accord du prof et de l'école, bien sûr, mais pour réfléchir avec eux sur l'impact du numérique sur notre santé mentale. Effectivement, comme tu disais d'entrée de jeu, plongeon virtuel, on va tous en faire un. C'est déjà commencé. On ne peut pas débrancher Internet, mais est-ce que nos jeunes savent nager? Est-ce qu'on a comme société développé le skill set, là, les compétences pour être capable de faire face à cette nouvelle réalité-là? Ben, moi, je pense que ça prend des gens intelligents qui s'y intéressent et qui développent des façons de s'assurer qu'on ne va pas se noyer là, dans un... Il y a souvent ça, de la science-fiction catastrophique, apocalyptique, des machines qui prennent le contrôle. Ou je pense que c'est parce que c'est un danger qui existe. J'ai très confiance en l'être humain, puis on est brillant, puis on va passer à travers, mais il faudrait commencer tout de suite à s'y intéresser. Fait que là, mon projet de conférence d'aller rencontrer les jeunes, pour l'instant, le projet pilote, c'était l'Estrie. Mais là, l'Université de Sherbrooke, avec la faculté d'éducation, il y a un étudiant qui travaillait sur ça, sur les dépendances en éducation, tout ça, qui s'est intéressé à mon affaire. Et là, il y a un projet de recherche qui m'accompagne, si tu veux, pour ma tournée. On développe des outils de sensibilisation et de contrage de cyberdépendance en utilisant des technologies. C'est comme un peu combattre le feu par le feu. Oui. Donc, avec l'hologramme et avec la réalité virtuelle et augmentée, qui n'est pas très développée en ce moment, mais on essaie de pousser ça. Et donc, il y a une compagnie de Montréal qui s'appelle CC2 Productions. C'est eux qui, à mon lancement, ont créé l'hologramme de Kimi qui était projeté sur scène. Fait que j'avais un hologramme avec moi, un des personnages de mon roman. Ouais. Donc, eux autres mettent des sous et c'est une subvention mi-taxe qui met des sous et ensemble, ben, ça permet de faire ce projet-là pour développer des outils. Donc, si jamais il y a des profs au Québec que ça intéresse, c'est un super beau projet appuyé par des gens. Tu sais, c'est pas moi qui invente le data puis les connaissances au niveau de la cyberdépendance. Moi, je suis le communicateur et j'ai écrit le roman qui devient comme la thématique de nos outils et de cette conférence-là. C'est comme un prétexte pour parler du monde de demain, très proche, et de ce que ça a comme impact sur la vie de nos jeunes, les écrans, que ce soit... Ça, souvent, cyberdépendance, on va penser aux jeux vidéo, mais les médias sociaux, ça peut devenir comme une addiction aussi. Et moi, je trouve, pour vrai, le pire, c'est ce visionnement sans borne à la suite de vidéos insipides de 30 secondes, 1 minute de niaiserie qu'on peut retrouver sur n'importe quel... les YouTube de ce monde. À un moment donné, là, on se remplit l'esprit de trucs sans calories, ça. Ou en tout cas sans vitamines, mettons, disons. Oui. Ouais. Pourquoi ça te tenait à cœur d'aller parler aux jeunes en particulier?
Ben moi, j'ai développé une expertise là, dans mes dernières décennies avec cette clientèle-là. J'ai souvent fait des conférences dans les écoles secondaires. À un moment donné, j'étais porte-parole de Propulsion Jeunesse Desjardins. C'était un projet qui visait à contrer le décrochage scolaire. Je les ai rencontrés pour la motivation, je les ai rencontrés pour toutes sortes de trucs et je sais que j'ai une espèce de facilité avec cette génération-là. Ben, tu sais, pas cette génération-là, les jeunes de cet âge-là qui sont vraiment en construction, je pense que c'est parce que je les considère comme des adultes, tu sais, que je les infantilise pas, je me mets à leur niveau, j'essaie de prendre leur place, j'arrive avec des exemples concrets et je les fais beaucoup rire. Ça aide toujours pour créer le lien. Et donc, quand j'écrivais mon roman, et à toute la recherche que j'ai faite, la lecture que j'ai faite, puis les nouvelles que j'ai écoutées, puis des fois, j'ai recherché des affaires un peu étranges là, sur des technologies obscures de développement de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle. Il y a vraiment du monde qui pousse loin ces idées-là. Ah oui, oui. Et je me disais, je pensais à mes enfants d'abord, là, ça serait cool qu'il y ait des gens qui réfléchissent et qui aillent rencontrer les jeunes. Parce qu'on ne se le cachera pas, ils sont meilleurs que nous avec ces technologies-là. Ils ont grandi avec. Je pense sincèrement que si des solutions cool apparaissent un jour, ben c'est eux qui vont les trouver. Mais les jeunes d'aujourd'hui vont aller loin dans la vie s'ils partent tout de suite. Mon objectif, c'est de leur donner la petite passion de réfléchir à ça. Oui, c'est cool d'avoir des likes. Là, puis, je trouve que c'est beaucoup dans le paraître, là, toute cette technologie-là. Mais le contenant, c'est quelque chose de cool. Là. Mais le contenu, selon moi, est vraiment très important. Puis pour avoir un contenu intelligent, ben, il faut faire un peu d'effort, puis il faut se poser des questions. Et là, ça m'apporte une question qui me pop un peu comme ça. C'est quoi les commentaires et ou les questions que les jeunes te posent le plus ou t'ont posé le plus quand tu es allé dans les conférences dans leur école? Ouais, ben, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment j'avais fait pour penser à ce futur-là. La prof posait, comme là, il y a une gang qui vient de terminer le roman, puis la prof a posé la question, est-ce que c'est un avenir qui vous tente, ça? Est-ce que vous aimeriez ça, que le futur de 2037 soit comme ça, ou si au contraire? Et la majorité des jeunes disent, ah non, je voudrais pas que ça soit de même. Ça me surprend. Moi, surpris, ben ouais, parce que c'était trop. Tu vois, un peu de la même chose que moi, des fois, je trouve qu'en ce moment, c'est trop. Ben eux, si on exagère ça, trouvent que c'est trop. Fait que je pense qu'on s'en sortira pas. Toutes les générations de vieux vont dire que les jeunes sont plus comme dans leur temps. Mes parents disaient ça de nous autres, puis je pense que ça va toujours rester. Mais oui, ça, c'est une question que les jeunes ont souvent. Comment tu as fait pour imaginer ça? Parce que je pense avoir réussi à rendre ça réaliste quand même. Oui. Il y a de l'invention, là, mais on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'impossible. On se dit, ah, crème, en 15 ans, ça se peut bien qu'on soit rendu là. Fait que ça revient souvent. Puis là, ben, avec le petit punch à la fin de l'histoire, là, qui a comme un petit apport technologique, si on veut, ben là, il y a d'autres questions qui viennent sur, oh, OK, tu penses-tu que ça se peut? Est-ce que tu penses qu'on va aller vers là? Donc, ils sont curieux pour la suite. Ça, c'est sûr. Souvent, sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe après. D'où l'idée de travailler sur un deuxième. Et même, ces temps-ci, où j'en suis rendu dans mon processus, c'est ça, c'était plongeon virtuel. Je pense que le prochain va s'appeler Pantin virtuel. Pantin? Ouais, comme une marionnette, là. Parce que le fameux Vincent Delorme, c'était quelqu'un qui manipulait tout le monde. Et comme on va se plonger dans son histoire, ouais. Puis, ben, c'est ça, tu sais, là, je me dis, ça pourrait être une espèce de trilogie, toujours avec un mot en P et virtuel en dessous. Fait que là, j'ai déjà une petite idée pour le troisième, mais je ne m'avancerai pas trop parce que je me connais. Comme j'ai dit, hein, c'est bon d'avoir un plan, mais il faut être fou de ne pas accepter de le scraper en chemin. Fait que c'est trop loin le troisième encore pour faire des scoops. Mais ouais, je pense que c'est une belle suite qui s'en vient. C'est quand même drôle que tu dises ça parce que tantôt, quand tu as mentionné que tu avais un deuxième qui est en cours, je m'en allais te dire, mais tu sais qu'on dit jamais 203. Ah! Et là, on a parti sur un autre sujet, puis ça m'est sorti de la tête, mais là, tu le ramènes. Donc, clairement, jamais 203. Ben ouais, je pense qu'il y a un potentiel d'aller. J'aime ça, moi. C'est comme
c'est comme un classique, là, les trilogies. Je trouve ça vraiment très cool. Puis, tu sais, bon, c'est bien correct ceux qui ont fait plus que ça, mais moi, je pense en trois grandes histoires, tu es capable de faire le tour d'un sujet puis de tes personnages là, en masse. Puis, j'ai l'impression qu'après trois, ben, je vais avoir le goût d'écrire sur d'autres choses, là. Ben écoute, peu importe sur quoi tu écris, sache que ça me fera toujours plaisir de te lire. Dernière question, Stéphane. Selon toi, ton top 5 conseils à quelqu'un qui te dit, moi, j'aimerais ça écrire un livre, un roman, ce serait quoi? Top 5, donc il faut que je nomme 5 conseils, mettons, c'est ça? Ouais, c'est C'est pas ça. le top des 5. Ben, premièrement, lire et se renseigner sur le sujet qui nous intéresse. En tout cas, moi, je suis comme ça. Là, plus je creuse, puis plus je vais chercher des infos, plus que ça me nourrit puis que ça m'inspire. Parce que on peut avoir une idée. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas s'entêter quand on est un auteur. Et tu sais, c'est comme de lire une nouvelle sur Internet. Tu peux te faire ton idée sur l'opinion de la personne qui l'a écrit. Mais tant qu'à moi, lisant 7-8, puis là, tu vas voir ton opinion à toi ressortir de ça. Un exemple de ça, c'est l'informaticien, là, mon ami Rémi Groslot, qui m'a donné beaucoup de conseils et qui a challengé mes idées. À un moment donné, il m'a expliqué vraiment physiquement comment fonctionnait un ordinateur de 0 et de 1. Tu sais, pourquoi que ça... Et là, mon punch auquel j'avais déjà pensé a vraiment pris forme et c'est peaufiné et même, tu sais, là, ça paraît un petit peu dans le roman, mais moi, j'aime beaucoup l'humain face aux technologies, tu sais. Il y a quelque chose de poétique dans ça, je trouve, notre souffrance par rapport à l'incompréhension ou d'être dépassé. Et donc, dans l'idée qu'il m'a donnée, il y a même de quoi de poétique, je trouve, super intéressant. Donc, s'informer, lire beaucoup avant de commencer. Et même une fois qu'on a commencé, rester curieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait là-dedans? Puis, ben, ça évite de refaire la même histoire que quelqu'un a déjà faite, ce qui peut être triste quand tu l'as juste pas lu. Fait que ça serait mon top 1. Le deuxième, ben, tu sais, à un moment donné, il faut se dire, je le fais, là. Alors, moi, j'ai un ami qui, bien avant moi, voulait écrire des romans. Là, des années avant moi, voulait écrire du théâtre puis des romans. Puis moi, je m'en allais pas là, pantoute. Puis là, je le croise 30 ans plus tard. Puis il est encore en train de dire « Ah ouais, moi, je vais écrire des romans. » Mais il ne le fait pas. Puis moi, par la force des choses, parce que je me suis fait proposer des contrats, tout ça, ben j'ai fini par écrire une vingtaine de pièces de théâtre. Puis là, j'ai un roman de fête. Et je veux pas dire que je suis meilleur que lui, mais à un moment donné, j'ai dit, je le fais. Je me suis lancé. Puis ma première pièce de théâtre n'était pas parfaite. Mon premier roman ne l'est probablement pas non plus. Sûrement plus que si je l'avais écrit quand j'avais 16-17 ans, parce que j'ai écrit beaucoup d'autres choses depuis. Mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas vouloir atteindre la perfection. Surtout dans ton premier chapitre. Là, tu sais. Moi, vous le dire, votre premier chapitre, vous allez le scraper, vous allez le réécrire. Parce qu'en écrivant, on s'améliore puis on se réchauffe. Là. Oui, Donc, oui, puis le premier chapitre, il est poche. Souvent, la première version là, du premier chapitre, c'est poche, ça va se ramasser. Et il y avait un auteur qui m'avait déjà dit de ne jamais jeter ce qu'on écrivait, de toujours le mettre dans un document à part parce que ça pouvait réutiliser plus tard. Elle m'avait dit, tu vas être surprise de voir à quel point tu scrapes des affaires dans ce que tu écris pour complètement l'enlever alors que ça t'a pris déjà du temps à l'écrire. Exactement. Ben, tu sais, d'ailleurs, dans Plongeon virtuel, ce qui était le chapitre 1 n'existe plus. Le réviseur a dit, Steph, pour vrai, tu sais, il y a un prologue, mettons, qui était là, lui, il reste, mais mon chapitre 1, le réviseur m'a fait, moi, je pense que je l'enlèverais. Là, j'ai dit, hein, voyons donc. Et là, finalement, j'ai comme lu à partir de là, puis j'ai fait, ben, il a ben non raison, tu sais. Effectivement, on n'a pas besoin de tout ça. C'est tout réexpliqué plus tard, tout va être clair. Ça faisait juste rallonger le début pour rien. Ben, je l'ai scrappé, mon chapitre 1. Ça ne fait pas que le livre est moins cool aujourd'hui. Ça fait qu'il est en bas de 400 pages, donc mon éditeur était content. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, fait que, ne pas se gêner d'écrire et mettre le temps qu'il faut. Ça fait 2 conseils. Écoute, 5 conseils, je trouve ça gros, moi. Les gens ne sont pas capables de suivre 5 conseils. Se renseigner, y aller à fond, mettre le temps qu'il faut pour le faire, puis se faire confiance. Tu sais, mettons, 3e conseil, là, se laisser écrire comme on a le goût pour essayer de trouver notre plume, notre style. Tu sais, je vois beaucoup d'auteurs qui, dans mon coin, il y a un gars qui s'appelle David Godreau, là, tu sais, qui a écrit La Bête, là, c'est un slameur.
Écoute, il y a un style d'écriture pété, là, c'est super intéressant, c'est nouveau. Moi, c'est très classique, là, tu sais. Et pourtant, mon histoire se démarque et j'ai trouvé mon style, mais moi, c'était pas d'avoir une verve où j'ai pas étudié en littérature. Moi, c'est vraiment l'histoire, l'idée, les personnages qui sont ce que je suis, je pense. J'ai l'impression que ça paraît pas que c'est moi. Tu sais, je veux dire, je m'efface un peu derrière mon histoire. La narration est faite dans la perception du personnage dont c'est le chapitre. Tu sais, j'ai pas un narrateur omniscient. Je donne pas mon opinion personnelle. Je suis toujours dans l'opinion de mon personnage. Fait que ça, je pense que c'est ça. C'est mon style. Puis j'ai pas essayé d'être cool puis d'imiter quelqu'un. J'ai écrit comme ça me tentait. Fait que peut-être pas se laisser impressionner par tout ce qu'il y a sur le marché puis par ces petits génies qui ont fait ci ou qui ont fait ça, puis laisser notre plume se développer pour qu'à un moment donné, on fasse « Ah, ben ouais, ça, c'est moi. » Probablement que si j'écris 5-10 romans, dans 100 ans, les gens pourront dire « Ben le style de Stéphane Baillargeon, c'était tel style. » Moi, je ne le sais pas. J'ai écrit comme je le sentais. Et là, j'ai une sous-question à ton premier point qui dit de lire. Tu en as nommé quelques-uns en début d'entrevue, mais qui sont les auteurs qui ont inspiré Stéphane Baillargeon? Ouais, ben vraiment, William Gibson, pour cette œuvre-là, m'a beaucoup inspiré. C'est le père de l'univers cyberpunk. C'est un gars qui était très visionnaire. C'est sûr que lui, il écrit dans très longtemps. C'est de la science-fiction très, très profonde. Mais ouais, j'aime que, bien que ce soit des histoires hyper technologiques et hyper science-fiction, c'est toujours l'humain qui est mis de l'avant. C'est toujours très poétique. Il y a quelque chose de touchant. Je pense que c'est ça, tu sais, moi, ce que j'aime et ce qui m'anime, ce sont ces histoires où on s'attache aux personnages. Exemple, j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux et j'ai détesté le film de Bilbo, là, cette série-là, parce que au milieu du premier, j'ai réalisé que n'importe quel personnage mourait dans cette histoire-là, puis je m'en sacrais complètement. Oh. Parce que je m'étais attaché à personne, et là, clairement, c'est la faute du réalisateur où il y a de quoi. Et pourtant, c'était le même, c'était Peter Jackson. Je pense qu'il a juste trop mis la technologie en avant, puis le fantastique, puis il a oublié la bonne vieille affaire d'une histoire. Tu as un personnage qui vit une difficulté, et comment il va faire pour se relever. C'est ça, je pense, le secret derrière toutes les bonnes histoires. Parce que bon, s'il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas d'histoire. Je ne vous apprends rien. Ouais. Sinon, ben, tu sais, c'est sûr que tu parlais d'une certaine complexité, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Dune, là, tu sais, j'ai lu ça, j'avais 16-17 ans. J'étais fasciné par les connaissances de l'auteur. Tu sais, c'est un gars qui a un doctorat en biologie sous-marine. C'est un gars qui a des études en philosophie également, en politique. Tu sais, il y avait tout un bagage très, très complexe derrière ces histoires-là. Ça m'a fasciné. Puis comme je te disais, ben plus récemment, là, c'est des auteurs efficaces, là, plus commercial un peu, dont j'ai admiré la plume, Dan Brown, entre autres, là, que je trouve très efficace dans sa façon de c'est comme s'il vient titiller, pas de la magie, je sais pas comment dire, mais tu sais, moi, je viens d'une génération, j'appelle ça la génération Goonies, là, où les mystères, ça nous fait triper. Là, tu sais, à la limite, là, il y a une genre de fin du monde qui arrive, puis je fais « Oh yes! » Comment moi, j'aimerais ça une invention zombie. Là, tu sais, j'ai ce petit côté-là de petit gars qui veut vivre des aventures. Fait que toute cette littérature-là, en fait, tant fantastique que science-fiction, m'a beaucoup inspiré. Mais j'étais pareil en musique. Tu sais, j'ai des amis qui jouent du jazz puis qui sont des musiciens extraordinaires avec qui je joue. Je pense qu'ils apprécient ce que je fais, mais moi, je suis très pop. Moi, je suis la personne qui veut toucher tout le monde. C'est pour ça que mon roman, je dis 15 à 95, il y a même des jeunes de 12-13 ans qui l'ont lu. À 12 ans, par exemple, ça prend un bon lecteur parce que c'est complexe. Surtout le début. À un moment donné, ça se met à s'accélérer, mais tu sais, quand on met la table, là, donc c'est ça, j'aime pas ça viser quelque chose de trop niché. J'aime quand c'est accessible. Donc, même si j'ai lu, tu sais, des Isaac Asimov de ce monde que j'ai moins aimé parce que c'était trop froid, trop dans sa tête. Je parle d'un auteur de science-fiction là, qui a écrit les fameuses lois de la robotique, qui est très respecté dans le monde de la science-fiction. Même si moi, j'ai lu des choses très compliquées, ce que j'aime écrire, c'est quelque chose d'accessible pour monsieur et madame tout le monde.
Qu'est-ce qu'on te souhaite, Stéphane, pour les semaines, les mois, les années à venir? Ben écoute, j'adorerais que mon roman soit lu par beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'ultimement, ben, ça me permettrait d'avoir plus de temps pour ne faire qu'écrire des romans. Parce que là, étant à contrat dans le domaine des arts de la scène, ben, pour gagner ma vie, je travaille sur plusieurs trucs en même temps, des pièces de théâtre. Comme là, je suis en train de travailler sur un parcours hanté là, pour la ville, une maison de jeunes ici à Sherbrooke. Bref, c'est plein de contrats et de trucs qui s'additionnent et qui m'enlèvent du temps précieux pour ce que j'ai le goût de faire, c'est-à-dire écrire. Alors, ouais, j'aimerais que ça prenne de plus en plus de place dans mon agenda. L'écriture et ce qu'il y a trait avec. Là, c'est sûr que la prochaine année, ça va beaucoup être sur Plongeon virtuel et ces conférences-là. En tout cas, plein de bonnes nouvelles qui sont apparues. J'ai hâte de pouvoir en parler plus ouvertement, mais je devrais passer beaucoup de mon temps à faire parler de ce roman-là et faire réfléchir les gens sur notre futur à tous grâce à lui. Je te souhaite un succès, Stéphane. Je te souhaite un best-seller. Qui, d'après moi, s'en vient plus rapidement que l'on peut le croire. On va voir, c'est combien de romans déjà? Ça dépend, c'est entre si je ne me trompe pas, c'est entre 2000 puis 3000 ou 2005, 3000, je ne me souviens pas. Ma crème, c'est moins que je pensais. Ben oui, tu as raison, c'est très possible, parce que là, avec ce projet dans les écoles, je pense que je suis à peu près à ça, le 3000. Ouais. D'après moi, le best-seller, le petit logo là, qu'on met sur la couverture, là, ça s'en vient. Ça s'en vient, je le sens. Je le sens. Cool. Écoute, je te souhaite du succès. Je te souhaite un tome 2, un tome 3 à la hauteur de tes attentes. Je te souhaite d'autres livres à la hauteur de ton imagination, de ton talent. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de me rencontrer, de répondre à mes questions, d'entrer dans les confidences de la vie, des projets de Stéphane Baillargeon. Ouais. Ce fut un réel plaisir de te rencontrer et sache que je suis toujours ouverte à une prochaine entrevue lorsque tu pourras nous divulguer un peu plus de détails sur ce que tu viens d'apprendre. Oh, excellent. Merci, ça me fera plaisir. Merci Stéphane. Salut.